Bien, bonsoir à toutes et tous. Nous allons donc démarrer notre séance de ce soir. Donc, cette séance s'inscrit dans le séminaire que la Fondation Gabriel Péri organise depuis maintenant plusieurs mois et qui avait été un peu interrompu dans la période la plus compliquée de la pandémie. Donc, ce séminaire porte sur la transformation de la structure sociale et prend l'exemple de la France. Bon, nous considérons évidemment que c'est un sujet très important. Chacune et chacun perçoit bien que nous sommes dans une société en profond bouleversement, que le travail est en train de changer en profondeur de nombreux points de vue. Voilà, donc ce séminaire est pour la Fondation Gabriel Péri un séminaire un peu essentiel, un peu stratégique. Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir Johanny Caillouette-Ramblière, qui est sociologue, chargée de recherche à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et qui est responsable de l'unité logement, inégalité spatiale et trajectoire. Unité qui s'appelle le LIST, donc si j'ai bien compris. Et nous recevons aussi Julien Gros, qui est chargé de recherche en sociologie au CNRS, qui est membre du laboratoire d'économie et de sociologie du travail, souvent plus connu sous son acronyme de l'EST, qui dépend de l'Université d'Aix-Marseille, et qui est également chercheur associé au laboratoire de sociologie quantitative, connu aussi sous le nom de CREST. Alors, le sujet de ce soir, le titre de notre séance, c'est une nouvelle lecture de la diversité des emplois, et je ne vais surtout pas déflorer le sujet. Bon, mais ça va traiter quand même une question très importante qui peut paraître technique au premier abord, mais qui en fait est assez essentielle pour bien comprendre les évolutions de la société dont je parlais. Bon, elle touche à la nomenclature française des professions, qui était dénommée CSP dans le passé, puis PCS depuis plusieurs années. On sait que c'est un indicateur qui est souvent employé pour toutes les statistiques, toutes les analyses. Et donc, un processus d'actualisation avait été lancé. Donc, si j'ai bien compris, mais si j'avais mal compris, vous me rectifierez, les groupes et les catégories socio-professionnelles sont restés inchangés dans cette actualisation. En revanche, la rénovation des PCS, c'est-à-dire des professions et catégories sociales, pour parler plus clairement, comprend plusieurs changements et innovations qui visent à rendre compte des transformations des positions professionnelles. Donc, vous allez nous expliquer les transformations qui ont été opérées, les principes de construction de cette nomenclature complémentaire aux groupes socio-professionnels nommés classes et sous-classes d'emploi. Donc, comment ont été construites ces classes et sous-classes complémentaires et comment elles permettent d'approcher la position professionnelle en tenant compte des mutations qui sont intervenues. Voilà, j'en dirai pas plus. Et maintenant, je vous laisse la parole. Donc, pour un exposé que, si j'ai bien compris, vous allez faire en commun. Donc voilà, maintenant je vous laisse la parole à tous les deux et vous décidez en toute souveraineté de celui ou de celle qui la prend en premier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je Joanie, suis c'est toujours Joanie. pareil, c'est le mauvais partage. C'est pas le bon, c'est ce que j'allais te Ouais. demander. Alors, c'est pas du tout Pardon. logique quand je le fais. Je suis désolée. Je vais refaire. Euh, j'ai un nombre de choix illimité. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est parfait.
C'est parfait. Ok, on est parti. Alors, je vais prendre la parole pour l'introduction. On a effectivement préparé cet exposé ensemble, donc Julien et moi. Donc, je vais commencer. Julien reprendra la parole, je reprendrai la parole et puis il conclura. Donc, on va essayer de vous présenter justement ce travail autour des classes et sous-classes d'emploi avec l'idée de rendre les choses pas simplement techniques, mais aussi en essayant de montrer les apports que ça peut avoir pour rendre compte des transformations de la structure des emplois et des inégalités sociales plus globalement dans le monde actuel en France. Donc, en introduction, rappeler que en fait aujourd'hui il y a un nombre important et croissant de travaux qui étudient l'accroissement des inégalités économiques, prenant notamment la période du début des années 2000 comme étant un moment clivant d'accroissement des inégalités économiques en France. Mais néanmoins, sa traduction dans la structure de classe est de moins en moins une évidence. C'est-à-dire que d'un côté, on admet que les inégalités économiques persistent, voire s'accentuent parfois assez fortement, si on pense par exemple aux inégalités de patrimoine, mais d'un autre côté, on dispose de moins en moins d'outils et de manières de penser la société française en termes de classe. En France, on a la nomenclature socio-professionnelle qui reste la grille de lecture la plus couramment utilisée, mais celle-ci comporte des limites, notamment dues à sa difficile actualisation, puisque depuis 1982-1983, la hiérarchie des professions n'a pas été revue et différentes ambiguïtés de cette nomenclature, notamment le classement ambigu des indépendants, persistent dans cette nomenclature. Par ailleurs, de nouveaux clivages qui sont de plus en plus importants dans le débat public, quand on pense notamment à l'évolution de la précarité, sont complètement absents de ce que donne à voir la nomenclature des catégories socio-professionnelles. Alors, l'esprit de la rénovation des PCS 2020, à laquelle Julien et moi avons contribué, et non pas d'effacer tout ce qu'apporte la nomenclature socio-professionnelle classique, mais d'offrir un bouquet de nomenclature qui vise à la compléter en fonction des usages qu'on veut avoir et des grilles de lecture qu'on veut avoir sur la structure sociale ou la structure professionnelle en France. Donc, en quelque sorte, le titre de notre communication, une nouvelle grille de lecture, une nouvelle lecture des emplois en France, vise pas à dire une nouvelle lecture qui efface l'ancienne, mais une nouvelle lecture qui vise à coexister avec l'ancienne pour rendre compte, pour porter des lunettes différentes et regarder autrement la réalité sociale. Donc aujourd'hui, on a ce luxe en France d'avoir un bouquet de nomenclature. Donc les PCS qui restent dédiés à des analyses par groupes sociaux et puis aussi à des séries historiques. Bien entendu, c'est la force de cette nomenclature de durer dans le temps, ce qui en fait sa faiblesse parce qu'on ne peut pas l'actualiser au gré des évolutions, mais en même temps, c'est sa force de pouvoir offrir des comparaisons historiques solides. L'essai qui permet des nomenclatures européennes, une innovation spécifique de la PCS 2020, c'est d'offrir maintenant une PCS au niveau ménage, dont nous ne parlerons pas ici. Il reste également la possibilité d'utiliser les professions détaillées qui sont en fait le troisième niveau de la nomenclature socio-professionnelle. Donc, pour le dire peut-être un petit peu rapidement en introduction, et on aura l'occasion d'y revenir, la nomenclature socio-professionnelle classique, donc les PCS, c'est une nomenclature qui est divisée en trois niveaux, avec un premier niveau qui est celui qui est généralement connu du grand public, entre agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, employés, ouvriers. Et chacun de ces groupes socio-professionnels, de ces catégories de premier niveau, est divisé en catégories socio-professionnelles. Donc là, il y en a 42. Et puis, chacune de ces catégories socio-professionnelles est divisée en professions. Et ça, c'est le niveau qu'on appelle fin. Alors, dans la PCS 82-83, il y en avait plus de 400. Suite à la rénovation, il y en aura environ 300, mais ça
ça permet d'approcher assez finement les professions et ça reste un outil qui peut être utile pour faire des analyses en micro-classe, hein, par exemple, s'intéresser aux professeurs des écoles en tant que catégorie propre. Et enfin, la nomenclature dont on va parler aujourd'hui, le schéma des classes et sous-classes d'emploi pour rendre compte des différenciations hiérarchiques et institutionnelles des situations d'emploi. Alors, notre première partie, il y en a deux, s'intéresse à la construction de la nomenclature. C'est la plus technique. N'essayez pas de décrocher au bout de celle-là, puisque ensuite, on l'utilisera pour montrer ce qu'apporte le schéma des classes et sous-classes d'emploi. Donc, on va essayer d'avoir le pari d'être relativement synthétique et pédagogique pour pas vous embrouiller dans cette construction technique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le schéma de classe et sous-classe d'emploi, c'est un schéma à double entrée. Chaque situation sur le marché de l'emploi est caractérisée par deux dimensions. Il est caractérisé d'abord par sa structure institutionnelle et ensuite par sa place dans la hiérarchie sociale. Donc, dans cette première sous-partie, je vais décliner les structures institutionnelles que l'on prend en compte comme étant des principes de division des sous-classes et parfois, en fait, à une exception, qui va être la première que je vais vous présenter pour le cas des indépendants, un principe de division des classes. Alors, le cas particulier des indépendants, c'est un cas particulier dans la mesure où, en fait, le difficile positionnement des indépendants dans la structure de classe, ça fait partie d'une des grosses insatisfactions des nomenclatures traditionnelles. Julien en est un des spécialistes, donc il pourra en parler davantage que moi. Mais c'est vrai que ça faisait partie des points de départ à partir desquels on avait vraiment un attendu de cette nomenclature, hein, d'améliorer la manière de saisir la position sociale des indépendants. Alors peut-être parce qu'elle n'a jamais été satisfaisante, mais surtout parce que ça s'est complètement transformé dans les dernières années. On n'a qu'à penser à l'ubérisation, par exemple. Donc, les indépendants sont donc traités de façon différente dans la nomenclature, c'est-à-dire que contrairement aux nomenclatures historiques, on décide de prendre au sérieux la spécificité de l'indépendance comme étant une situation qui institutionnellement est différente de celle des salariés et de créer une classe qu'on va appeler la classe I, à part de toutes les classes de salariés. Dans la nomenclature des PCS, ils sont parfois séparés, mais parfois, s'ils sont kinés, ils vont être classés avec les kinés, salariés, etc. Là, on fait une classe I complètement à part. Par ailleurs, on verra tout à l'heure que cette classe I, elle va nous permettre ensuite d'avoir une approche plus fine des indépendants et de les hiérarchiser entre eux. On ne va pas considérer les indépendants comme étant un tout complètement inerte. Contrairement à ce qui était fait usuellement, maintenant, les indépendants sont repérés à partir de leur déclaration, hein, même s'ils exercent une profession dont la statistique publique n'avait jamais pensé que ça pouvait être une profession exercée en tant qu'indépendant. S'ils se déclarent indépendants, on va considérer qu'ils sont indépendants pour prendre au sérieux cette déclaration et l'évolution assez forte du monde indépendant. Le deuxième clivage institutionnel que prend en compte cette nomenclature, c'est le type de contrat de travail. Alors, c'est un clivage professionnel qui est largement discuté, mais généralement en omettant de l'articuler avec les types d'emploi. L'idée, c'est qu'on va régulièrement en dire aujourd'hui, finalement, dans la structure des emplois, ce qui compte, c'est d'être en CDI ou pas. C'est d'être un précaire ou de ne pas être un précaire. Eh bien, nous, on a observé, hein, avec tous les éléments empiriques réalisés pour créer cette nomenclature, qu'effectivement, c'est un critère qui est structurant, mais bien entendu qu'il ne peut pas être pris en compte en tant que tel et qui doit être articulé avec la hiérarchie. D'où l'intérêt de le prendre en compte comme un clivage institutionnel et on verra tout à l'heure comment on l'articule avec les différents niveaux hiérarchiques. Alors la précarité, concrètement, elle s'observe soit par le contrat de travail, donc on va considérer comme précaire toute personne exerçant un emploi en CDD, en intérim, ou toute autre situation n'étant pas un CDI ou un statut de fonctionnaire, soit par le type d'employeur, hein, c'est-à-dire que par extension, les salariés en CDI auprès de particuliers vont être considérés comme étant des salariés précaires,
puisque l'on sait que le CDI auprès de particuliers n'est protecteur ni en droit ni en fait, et qu'il expose pas et qu'il ne protège pas des périodes de chômage. Le troisième clivage institutionnel qu'on prend en compte, c'est celui du secteur de l'emploi, dans le secteur public ou dans le secteur privé. Alors, ce clivage de travailler pour le secteur public ou le secteur privé, c'est quelque chose qui est assez structurant en France et qui a cristallisé les débats lors de la constitution de la nomenclature européenne, ESSEG, puisque tous les pays européens n'étaient pas d'accord sur la place à accorder à ce clivage dans la structure des emplois. Pour certains pays, le fonctionnariat et le salariat privé, c'est des choses qui font sens et qui sont distinctes, et dans d'autres structures socio-professionnelles, il y a un flou entre les deux et on ne considérait pas que c'était un critère pertinent. Donc finalement, dans la nomenclature européenne, c'est une variable qui est ignorée, qui n'est pas utilisée. Pourtant, des sociologues comme Cédric Luclet, Étienne Pénissa et Alexis Spire ont montré l'importance de ce clivage dans plusieurs pays européens, mais pas notamment en Grande-Bretagne, qui a fait partie des pays moteurs dans la constitution de cette nomenclature. Comme le secteur d'emploi joue aussi dans la constitution des PCS, mais de façon pas mécanique, il n'est pas non plus satisfaisant. La nomenclature des PCS n'est pas non plus satisfaisante pour étudier clairement les clivages entre secteur public et secteur privé. On a donc choisi, dans les classes et sous-classes d'emploi, de considérer les fonctionnaires à part et ensuite de les distinguer à chaque niveau de la hiérarchie sociale. Donc, c'est la première nomenclature en tant que telle qui permet de tenir un discours précis sur ce que sont aujourd'hui les fonctionnaires en France comparé aux autres personnes de leur niveau de qualification et en les considérant en fonction de leur niveau de qualification, bien entendu. Enfin, et ce sera mon dernier point dans cette première partie, le dernier clivage institutionnel qu'on prend en compte, c'est celui qui a trait aux différences sectorielles. Grosso modo, travailler dans le secteur tertiaire ou dans le secteur industriel. Alors, ce clivage, on le trouve de façon assez classique dans le bas de la structure socio-professionnelle, avec l'idée qu'il y a d'un côté les employés, secteur tertiaire, de l'autre côté les ouvriers, secteur industriel. Mais ce clivage tertiaire industriel existe aussi en fait dans le haut, mais de manière plus lâche entre certaines professions plutôt techniques, comme les ingénieurs, et d'autres plutôt tertiaires. Donc, l'idée de la nomenclature du classe et sous-classe d'emploi sur ce sujet, comme sur tous les autres, c'est d'avoir une entrée systématique. Donc, à partir du moment où c'est un clivage qui est considéré comme pertinent au sein du bas de la structure socio-professionnelle, on va l'apporter aussi en haut et donc utiliser ce clivage pour distinguer un segment central de la société salariale, à savoir tous les salariés en CDI qui vont donc pouvoir être distingués en deux groupes, ceux qui travaillent dans le secteur tertiaire et ceux qui travaillent dans le secteur industriel. Alors, je passe la parole à Julien pour qu'il vous parle de la deuxième entrée, en celle qui concerne la hiérarchie. Alors, merci Joanie. Alors, Joanie vient de vous parler en fait de la division horizontale de notre nomenclature, du coup, qui divise en fait 5 groupes, les salariés du privé du tertiaire, les salariés du privé industriel, les fonctionnaires, les précaires et les indépendants. Et moi, je vais vous présenter la manière dont on a tenu compte de la hiérarchie, donc en fait la dimension verticale de cette nomenclature, enfin de cette classification. Alors, en fait, chaque profession a été classée dans une échelle, si vous voulez, à 4 niveaux. On a décidé de nommer A, B, C et D. Le A étant le niveau le plus élevé, le D le niveau le plus bas de la hiérarchie de l'emploi. C'est une échelle vraiment qui a vocation à être vraiment stratificationniste, donc chacune étant la supérieure de l'autre, sur tout un tas de critères. Et c'est précisément sur ces critères qu'il fallait s'accorder et sur des critères qu'il fallait définir et constater en fait, que c'était des principes de division efficaces du monde du travail et de la structure sociale. Alors,
une des contraintes qu'on avait, enfin une des volontés qu'on avait, c'était le fait que la profession soit vraiment l'unité de classement. C'est-à-dire qu'une même profession allait nécessairement se situer dans la même classe d'emploi. Une profession ne pourrait pas, par exemple, être en classe A si elle est exercée dans le public et en classe B si elle est exercée dans le privé. Une même profession, quel que soit son mode d'exercice, indépendant, précaire, privé ou public, doit être dans la même classe, au même niveau hiérarchique. Donc, l'idée, c'était maintenant de réussir à positionner de manière relativement précise ces professions dans une échelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé les professions, on a regardé comment elles se situaient les unes par rapport aux autres, en fonction de leur niveau moyen de diplôme, le niveau moyen de diplôme qu'on y trouvait, par exemple dans les médecins libéraux, les kinés, les ouvriers qualifiés du bâtiment, voilà. Le niveau moyen de diplôme, le niveau moyen de revenu de chaque profession et la position professionnelle moyenne, donc telle qu'elle est déclarée par les salariés. Donc, s'ils sont à des positions d'encadrement, des positions d'exécution, etc. Donc, on a positionné toutes ces professions les unes par rapport aux autres. Et on a constaté que ça correspondait relativement bien à la distinction qu'on trouvait dans les PCS historiques, hein, donc, et à la distinction entre cadre, profession intermédiaire et ouvrier employé qualifié d'un côté et ouvrier employé non qualifié de l'autre. Je peux passer à la suivante, Giovanni. Merci. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple de la manière dont on a travaillé et de la manière dont ça se visualise. On ne va pas entrer dans le détail, c'est plus voilà, que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'on a fait, nous, derrière, quand on a mis la main à la pâte, quoi. L'idée, là, c'est de positionner, quand je vous disais positionner les professions les unes par rapport aux autres, là, on a un vrai exemple graphique, en fait, où, à travers ce nuage de points, les points verts, on a positionné les professions les unes par rapport aux autres en fonction des 3 critères que j'ai mentionnés. Diplôme, revenu et position professionnelle ou qualification. Et là, je vous dis globalement, ça nous a permis de constater en fait quelle profession était classée un peu de la même manière qu'elle l'était dans les CS, c'est-à-dire quelle profession du groupe A correspondait aussi aux professions du groupe cadre et professions intellectuelles supérieures dans la PCS, et lesquelles étaient pas hyper bien ajustées, sortaient un peu du lot. C'est toutes celles qui ont un intitulé ici. Donc, en fait, ça nous a amené à voir, à préciser, en fait, quelles professions soit étaient pas bien classées, soit n'étaient plus bien classées par rapport à ce qu'elles étaient en 82 lors de la création de la PCS, donc des professions qui ont pu connaître des évolutions. C'est le cas ici, par exemple, hein, des artistes du spectacle vivant ou des professeurs d'art qui sont dans le niveau cadre dans la PCS et qui ne le sont pas, enfin, qui ne sont pas dans le niveau A dans le schéma de classe d'emploi, qui seront dans le niveau B. On a fait la même chose hein, pour les professions intermédiaires au sens de la nomenclature historique des PCS, pour essayer de voir quelles étaient celles qui sortaient du lot. Et donc, nous, on allait classer en catégorie A, dans la classe A. Et on voit ici que voilà, il y en a quelques-unes que nous, on a remonté, en fait, quelque part dans le groupe A en raison de leur niveau d'éducation et le niveau de revenus qu'elles avaient. C'est le cas des enseignants du primaire, par exemple, des CPE, des cadres de la santé, des sages-femmes, etc. Et à l'inverse, dans ces professions intermédiaires, il y en a certaines, alors je suis désolé, je crois que ce n'est pas le bon graphique en fait, mais enfin bon, c'est pas grave, mais certaines qui ont été classées dans notre classe C d'emploi, les surveillants assistants d'éducation, les moniteurs d'auto-école, les animateurs socioculturels, par exemple. Donc voilà pour le monde salarié, pour la manière dont on a hiérarchisé entre les 4 catégories institutionnelles que vous a présenté Giovanni de salariés.
Maintenant, la question est tout autre pour les indépendants, parce qu'on ne peut pas, de manière aussi nette, les hiérarchiser par leur diplôme, leur revenu ou leur qualification ou leur position dans une sorte de hiérarchie dans une entreprise d'encadrement, d'exécution. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Bon, là, évidemment, il a fallu affronter aussi l'incapacité de la nomenclature historique des PCS à les hiérarchiser, alors qu'elle le faisait pour les salariés. Et d'essayer de contrer en fait, cette espèce d'implicite que les indépendants, à partir du moment où ils ne sont pas vraiment des indépendants du très haut de l'espace social, comme les professions libérales, que globalement, on arrive bien à situer, les notaires, les avocats, les médecins libéraux, on arrive bien à les situer en haut de l'espace social, sociologiquement, et même dans les représentations. En revanche, l'espèce de gros ensemble d'indépendants, c'est-à-dire les artisans, commerçants, qu'on pourrait appeler des petits indépendants, ce que Bourdieu appelait la petite bourgeoisie en déclin, eux, en fait, forment une espèce de gros ensemble, et les agriculteurs, pardon, j'ai oublié, mais qui est une espèce de gros ensemble aussi, voilà, qu'on n'arrive pas bien à hiérarchiser. Voilà, il donne l'impression d'un groupe homogène, et ça, c'est accentué par la manière dont la PCS historique a été construite. Et les réunit dans un même groupe. Ça a un effet à la fois en termes de mesures statistiques, c'est-à-dire que mécaniquement, quand on mesure un ensemble très hétérogène verticalement dans la hiérarchie sociale, on le résume nécessairement en un point moyen intermédiaire. Donc, ça va quelque part donner l'impression que les indépendants sont à peu près au milieu de la hiérarchie sociale, sont des classes moyennes ou une petite bourgeoisie. Et ça va générer des réflexes de pensée qui sont datés, mais qui sont issus de la grande époque de la société salariale, qui était que s'installer à son compte est une promotion sociale pour un ouvrier, par exemple. Alors, l'idée ici, c'était de réintroduire une hiérarchie pour qu'on ne puisse plus parler des indépendants comme d'un ensemble homogène et comme d'une catégorie de la stratification sociale, pas plus qu'on utilise la catégorie salarié comme une catégorie de la stratification sociale. Et ça, il nous fallait des critères pour approcher cette hiérarchie. Et donc, ce qu'on a utilisé comme critère, c'est la profession déclarée. Voilà, on a positionné les indépendants les uns par rapport aux autres en fonction de leur profession. Donc, notamment, évidemment, on a suivi la même règle qu'on s'est donnée pour les salariés, c'est-à-dire qu'une même profession exercée en salarié et un indépendant appartient à la même classe d'emploi. Et on a ensuite utilisé le nombre de salariés. Donc, on a divisé les indépendants selon s'ils étaient employeurs ou non employeurs de salariés. Voilà. Donc, en fait, s'ils étaient tout seuls à exercer leur travail ou s'ils étaient employeurs de salariés. Alors là, on a la distinction des 4 niveaux d'indépendants, I1, I2, I3 et I4, qu'on a nommé indépendants de niveau supérieur, emploi d'indépendants de niveau intermédiaire, emploi de petits indépendants avec des salariés, et en dessous, I4, emploi de petits indépendants sans salariés. Je ne vais pas m'étendre, mais voilà, j'ai listé dans ce tableau les professions que contiennent chacune de ces classes, enfin de ces sous-classes en fait, et des exemples de professions. Donc, on voit dans le haut de l'espace social, en fait, juste 2 secondes, pardon, Johanny, dans le haut de l'espace social, on a les professions libérales qui sont très associées aux fractions supérieures de l'espace social pour nous, et les chefs d'entreprise de plus de 10 salariés, au sens où on a considéré qu'employer plus de 10 salariés était en soi une profession qu'on pourrait appeler, on va dire vulgairement, une profession de patron. Voilà. Voilà. Et ensuite, on a distingué les 3 autres groupes. Je ne m'étends pas dessus. Voilà, on pourra y revenir plus tard. On peut passer à la suivante, Johanny. Alors, ce qu'on a constaté, et ça a plutôt été un constat a posteriori, une fois qu'on avait construit cette hiérarchie, c'est qu'en fait, cette dimension hiérarchique se doublait d'une dimension qui rendait compte de la stabilité professionnelle de ces groupes. C'est-à-dire que autant I1, I2, I3 et I4 étaient hiérarchisés les uns par rapport aux autres, mais on constatait aussi qu'on pouvait distinguer
I1 et I3 d'un côté comme étant des groupes, des sous-classes avec une certaine stabilité professionnelle, en tout cas avec une stabilité professionnelle relative plus élevée que I2 et I4, qui étaient globalement plus instables. Alors, à l'aide de quels indicateurs on peut le voir? Donc là, les cases en rouge sont les cases où c'est surreprésenté, les cases en bleu, les cases où c'est sous-représenté. On voit que les auto-entrepreneurs sont surreprésentés dans les classes I2 et I4. À l'inverse, les sociétés sont plus, donc des statuts d'indépendants beaucoup plus solides, sont surreprésentés dans I1 et I3. I1 et I3 sont aussi des catégories où on trouve des gens avec beaucoup plus d'ancienneté. Donc I2 et I4 sont moins anciens, donc potentiellement restent moins dans le statut d'indépendant, restent moins longtemps. Et dans I2 et I4, on trouve plus d'anciens chômeurs, plus d'anciens inactifs, plus d'allocataires du RSA, plus de gens qui souhaiteraient occuper un autre emploi ou qui souhaiteraient travailler plus. Ce qui nous donne, tu peux passer à la slide suivante, une sorte de représentation en 2 dimensions. À la fois une représentation hiérarchique avec I1 et I2 qui sont des groupes d'en haut de la structure de l'emploi et I3 et I4 plus bas dans la structure de l'emploi, mais aussi une dimension de stabilité professionnelle plus élevée ou moins élevée avec I1 et I3 d'un côté et I2 et I4 de l'autre. Ce qui est aussi intéressant par ailleurs, juste sur ce truc-là, c'est que on voit notamment avec la forte proportion d'auto-entrepreneurs ou d'indépendants qu'on pourrait qualifier d'instables, on voit que ça indique peut-être, et ça demanderait à être creusé, mais que les nouvelles formes d'indépendance liées à l'ubérisation notamment, mais pas seulement, pénètrent la structure de l'emploi en haut et en bas de la structure sociale à travers ces sous-groupes I2 et I4, beaucoup plus qu'avec I1 et I3. Voilà. Et donc, voilà la classification à laquelle on a abouti. Donc, pour rappel, donc là, c'est la synthèse de ce qu'a dit Johanny et de ce que je viens de dire. Donc, 4 niveaux hiérarchiques verticaux, 5 niveaux institutionnels horizontaux, ce qui nous donne une classification en 20 sous-classes, 16 sous-classes de salariés et 4 sous-classes d'indépendants. Alors, la particularité de cette nomenclature, c'est qu'elle est transformable. On peut en avoir 2 approches. Une première approche est de considérer les 4 sous-groupes de salariés A, B, C, D et un groupe I. Donc, avoir une approche en 5 classes A, B, C, D, I. Si jamais on veut produire des analyses qui veulent tenir compte de la spécificité de l'indépendance et juste distinguer les salariés entre eux. Mais on peut aussi avoir une autre lecture, et c'est plutôt celle-là qui est représentée dans le schéma que vous avez sous les yeux, une autre lecture qui, elle, prend vraiment au sérieux la dimension stratificationniste ou hiérarchique du schéma, et qui, du coup, distingue les emplois de niveau supérieur, intermédiaire, qualifié et peu qualifié, et qui va intégrer les indépendants à cette division en 4 niveaux. Cette classification en 4 niveaux verticaux et 5 niveaux horizontaux, on l'a appelée la représentation étoile, ou les classes étoiles, donc A étoile, B étoile, C étoile et D étoile, pour indiquer qu'elles tiennent compte, elles réintègrent les indépendants à chaque niveau avec les salariés de même niveau. Et dans la slide suivante, vous avez la liste, en fait, d'une représentation sous liste et avec les effectifs qu'elles contiennent, des différentes sous-classes, classes et sous-classes d'emplois telles qu'on les a conçus. Et je repasse la parole. Je vais donc essayer de montrer ce que peut montrer cette nomenclature. On va maintenant regarder dans ce que ça nous amène comme nouvelle lecture. D'abord, à partir d'une nouvelle lecture de différents clivages du monde du travail. Alors, tout d'abord, ça offre un regard un peu renouvelé sur la hiérarchie de l'emploi et on voit que sur différents critères classiques,
eh bien, la hiérarchie de l'emploi, elle est très forte. Alors, elle est très forte d'abord en termes de jusqu'à quel point notre emploi nous permet de travailler. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, avec la proportion de temps partiel subi et d'autres temps partiels qui varient fortement en fonction des classes. Alors ici, ce sont les classes étoiles, donc intégrant à chaque fois, y compris les indépendants de ce niveau. Donc, on voit très bien que le temps partiel, surtout subi, est quasi inexistant chez les A étoiles, alors qu'il concerne 14% des D étoiles. En termes de revenus, on a aussi des écarts qui sont considérables pour rappeler l'effet de la hiérarchie là, qui fonctionne extrêmement bien avec des revenus mensuels moyens au-delà de 3 000 € pour les A étoiles et de 1 156 € pour les D étoiles. Alors parfois, et c'est ça qui est intéressant aussi avec une nomenclature en classe qui n'est pas une nomenclature continue, c'est de rendre compte d'effets de seuil. C'est-à-dire qu'il y a des classes d'emploi, en l'occurrence ici A étoile et B étoile, qui protègent des contraintes de pénibilité. Et à partir du moment où on passe en dessous, eh bien, et là ça va être progressif, eh bien on va augmenter à partir de, pardon, je dis, les classes A étoile et B étoile protègent les pénibilités et d'autant plus les A que les B. Et les C et les D, pour le coup, eux, sont très exposés aux pénibilités avec finalement assez peu de différence entre les deux, entre les C étoiles et les B étoiles, les D étoiles, qui sont 72 et 75% à déclarer au moins 2 pénibilités dans leur emploi. Ce sont des données issues de l'enquête emploi sur les conditions de travail. Inversement, on retrouve encore un effet de seuil, mais cette fois-ci pas avec les mêmes classes, avec les A et les B qui se ressemblent pour être des emplois qui s'exercent avec une forte intensité, avoir le sentiment de se dépêcher ou d'être débordé. C'est quelque chose qui aujourd'hui concerne principalement les catégories privilégiées sur d'autres critères. Eh bien, ce sentiment d'être dans une intensité trop forte dans son emploi, il est quasi égal pour les classes A et B, mais d'autant plus rare que l'on descend ensuite entre C étoiles et D étoiles. Alors, cette hiérarchie, elle s'observe dans l'emploi, mais elle s'observe aussi dans d'autres domaines. C'est toute la force de ces classes et sous-classes d'emploi, comme les TSL aussi des PCS, de donner une grille de lecture non seulement de l'emploi, mais aussi des autres domaines de la vie sociale. Alors, d'abord, elle explique en termes hiérarchiques assez fortement la proportion de propriétaires, qui varie de 71% pour les A étoiles à 50% pour les D étoiles. Inversement, la proportion de locataires HLM qui va de 3 à 20%, mais aussi des indicateurs de santé dont on voit que la santé des D étoiles est beaucoup plus mauvaise que celle des A étoiles. Donc, 5% se déclarent en mauvaise ou très mauvaise santé chez les D étoiles, ce qui reste une situation assez rare en population totale et très rare chez les plus hauts dans la structure de l'emploi. Et de la même manière, en se sent limité à cause d'un problème de santé, on retrouve très fortement cette hiérarchie. Alors, cette hiérarchie, on l'observe aussi assez fortement chez les indépendants, et ça, c'est à la fois un résultat du travail qu'on a fait pour les hiérarchiser, mais aussi une possibilité maintenant offerte pour une nouvelle lecture du monde indépendant. D'abord, si on regarde par exemple la part des diplômés du supérieur, eh bien, on voit très bien un écart. Ici, vous avez en bleu foncé toutes les catégories d'indépendants. I1, I2, I3 et I4 intégrés dans les classes avec lesquelles on peut les intégrer dans la nomenclature étoile. Et on voit donc que les I1 sont effectivement très diplômés, comme la majorité des classes, comme toutes les sous-classes qui appartiennent à la sous-classe A, que les I2 sont moyennement diplômés, et même un tout petit peu plus d'ailleurs que les sous-classes de la classe B, mais qui leur ressemblent très fortement, que les I3 ont un taux de diplômés du supérieur beaucoup plus faible, mais comparable à celui de ses homologues de la classe C, et les
I4, un taux un tout petit peu plus faible et cette fois-ci un tout petit peu supérieur à la plupart des sous-classes D. On retrouve aussi cette hiérarchie des indépendants avec la part de ceux qui auraient un père ou une mère cadre, non, un père pour le coup, dans ce cas, c'est que le père qui est pris en compte, donc la part d'enfants de cadre, profession libérale ou chef d'entreprise, qui forme vraiment une courbe en diagonale avec effectivement moins d'écart entre I3 et I4, mais vraiment une hiérarchie assez forte une fois qu'on passe à I2 et I1. On la trouve aussi, je le disais tout à l'heure sur le problème de santé en prenant l'ensemble des classes en soi, eh bien on va voir on voit ici que les indépendants sont aussi extrêmement hiérarchisés en termes de rapport à la santé. Effectivement, les indépendants classés I4 vont se déclarer beaucoup plus limités à cause d'un problème de santé que les I3 qui eux-mêmes vont le déclarer plus que les I2 et puis il y a assez peu d'écart entre I2 et I1. Donc on voit ici finalement a posteriori tout l'intérêt du travail de hiérarchisation des indépendants qu'on gomme sinon dans une lecture trop homogénéisante de ce groupe. Alors, situer les indépendants, mais en rendant compte de leur spécificité. Justement, c'est ça l'intérêt de la nomenclature à double entrée. C'est comme les indépendants, on voit qu'ils ont, qui sont extrêmement, qu'on peut les hiérarchiser et qu'il y a des écarts importants entre eux, mais en même temps, c'est un groupe qui a des spécificités et qu'on peut difficilement ignorer, d'où le fait qu'on lui réserve quand même une classe à part. Les indépendants ont en effet aussi des conditions de travail, rapport à l'emploi et comportement qui les distinguent des salariés. C'est le cas, par exemple, pour le temps de travail. 76% des hommes indépendants et 55% des femmes déclarent travailler plus de 40 heures par semaine. C'est 41 et 24 en population totale. Ils sont aussi beaucoup plus propriétaires. 73% en moyenne, quand on prend les I1, I2, I3 et I4 ensemble, on trouve un taux de propriétaire qui est largement supérieur à la population totale, mais qui est même supérieur à celui des A ensemble, puisqu'on a 73% chez les indépendants, 70% chez les A et 60% en population totale. Ils sont aussi, et c'est le deuxième trait social qui les caractérise, plus souvent en couple. 76% des indépendants sont en couple contre 74% des A et 69% de la population totale. J'en viens maintenant à ce que nous permet de voir les classes et sous-classes d'emploi en termes de rapport à la précarité. Alors, premier constat, la précarité est inégalement répartie dans l'espace social. La part de la sous-classe 4 dans les classes A, B, C, D, donc de la sous-classe des précaires, n'est pas du tout la même entre les différentes classes. Donc, vous voyez ici sur la première grande barre, la case noire, elle est assez petite et concerne 7% de la classe A, alors qu'elle est beaucoup plus conséquente chez les D. La précarité, c'est 40% des emplois peu qualifiés. La précarité, elle a des effets aussi multiples, mais juste avant de s'intéresser aux effets, un mot sur l'âge des précaires, puisque ça, c'était d'ailleurs dans une première présentation qu'on avait fait d'une version prototype des classes et sous-classes d'emploi, c'était quelque chose qui nous avait été dit. Oui, bon, vous voulez parler des précaires, mais les précaires, c'est que des jeunes, donc de toute façon, vous allez parler des jeunes, vous n'allez pas parler des précaires. Eh bien, effectivement, les jeunes sont plus souvent précaires. Mais les précaires, ce n'est pas que des jeunes. On voit ici sur des pyramides des âges simplifiées, puisque ça ne prend pas en compte le sexe, donc on a juste une sorte de structure par âge, des A4, donc tout en haut, à gauche les A4, puis B4, C4, D4, donc des 4 sous-classes de précaires. On voit bien que la classe d'âge 25-29 ans est assez importante. D'ailleurs, chez les B4, c'est même celle d'en dessous, la 20-24 ans qui est la plus importante. Mais on voit ensuite qu'il reste des précaires à tous les âges. Si on synthétise ça, on voit d'ailleurs sur le graphe d'à côté que les précaires de plus de 35 ans, c'est une situation qui est d'autant plus importante dans le haut et dans le bas de l'espace social. C'est chez les A4 et les D4
qu'on a le plus de précaires de 35 ans et plus, donc de personnes qui durent dans la précarité au-delà de 35 ans. Alors, la précarité, je le disais, elle a des effets. Elle a d'abord des effets sur les salaires. Si on regarde, par exemple, à l'intérieur des classes, si on regarde dans la classe A, le salaire des précaires, il est de 1 821 € net mensuels. Le salaire moyen de la classe est de 3 167 € mensuels. Donc, on a donc une différence de 1 345 €. Et donc, on peut dire que les précaires de niveau supérieur gagnent 42% de moins que les précaires, que les salariés moyens de leur classe. Alors, bien entendu, il faut tenir compte d'autres facteurs explicatifs que le seul contrat de travail, hein, mais puisqu'ils sont plus jeunes, ils ont moins d'ancienneté, etc. Néanmoins, ça permet d'avoir une vision assez forte de ce que coûte la précarité aux salariés, avec ici un écart moyen de moins 40% du salaire chez les salariés. Les précaires sont aussi davantage en sous-emploi, en temps partiel subi. Ils connaissent, ça paraît logique, mais c'est important de le mesurer, un risque de chômage accru de 9,5% si on considère une période de 5 ans. Ils sont enfin moins protégés et moins intégrés syndicalement. C'est un résultat important de l'analyse des classes et sous-classes d'emploi. La sympathie syndicale chute avec la précarité. Seuls 6% des précaires se déclarent sympathisants syndicaux. Et enfin, la précarité, elle joue sur autre chose que sur l'emploi. Elle joue aussi sur la vie familiale et sur l'accès à un logement. Ici, vous avez à gauche le fait que la précarité joue sur la probabilité d'être en couple. On a fait le même graphe, mais je ne l'ai pas mis là, sur la probabilité d'avoir des enfants. Bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, les précaires sont plus jeunes, donc on va dire il y a un effet d'âge qui est très fort, ce qui fait qu'ici, ce ne sont pas des proportions, mais ce sont des résultats d'un modèle de régression logistique qui permet de tenir constant d'autres variables. Ici, le sexe et l'âge, qui sont deux variables qui jouent fortement sur le fait d'être en couple. Donc, à âge et sexe constant, on voit que les barres noires, qui correspondent ici aux 4 sous-classes d'indépendants, sont à chaque fois en décalage très fort avec les barres de leur classe d'emploi. Et donc, on voit qu'à tous les niveaux de la hiérarchie sociale, et finalement, avec là, pour le coup, assez peu d'écart au sein des précaires entre eux, la précarité joue très fortement sur la probabilité d'être en couple. D'ailleurs, j'ai mis en grisé, on voit aussi que la précarité chez les indépendants, qui n'est pas du tout la même, qui concerne ici I2 et I4, Julien l'a expliqué tout à l'heure, eh bien, elle joue aussi parce que I2 et I4 sont en décalage par rapport à I1 et I3. Et sur le côté droit, vous voyez que la précarité diminue également la probabilité de devenir propriétaire. Alors, ça semble assez logique si on pense au comportement des banques pour accorder des prêts bancaires. Mais on voit ici, on peut ici la mesurer, hein, que à niveau de qualification de la profession donnée, les précaires détonnent, hein, toujours très fortement dans le groupe, sauf au sein du groupe D, puisque l'ensemble du groupe D peine à devenir propriétaire. Et enfin, ce que ça nous permet de dire sur les fonctionnaires. Alors, la fonction publique apparaît à la fois protégée, mais lésée. C'est un petit paradoxe que je vais essayer de développer en 2 minutes. La fonction publique est d'abord plus égalitaire en termes de salaire. Ça, c'est net. 1 260 € d'écart entre les 4 classes contre 2 284 € entre les salariés stables du privé. Dans le privé, on gagne moins en haut, on gagne plus en bas. Donc, on réduit les écarts. Les fonctionnaires sont aussi protégés du risque de chômage. Ça paraît logique vu leur contrat de travail, mais encore une fois, c'est important de le noter. Ça fait partie de la protection des fonctionnaires. Hein. Ils sont seulement 0,5% à être au chômage 5 ans après l'interrogation contre 7,9% pour l'ensemble des salariés. Ils sont aussi plus proches des syndicats. Ils sont 31% à se dire sympathisants d'un syndicat, donc beaucoup plus, on l'a vu tout à l'heure, des précaires. D'un autre côté, le versant négatif du fonctionnariat, c'est que les fonctionnaires de niveau supérieur, pour le coup, décrochent complètement en termes de niveau de rémunération, hein, par rapport aux autres
classes de leur catégorie. Alors ici, j'ai pas mis les précaires parce qu'on a vu que les salaires des précaires, c'est encore autre chose. En termes de comparaison, pour les salariés stables, on a donc des salaires, hein, surtout sur les A, qui sont pour les A3 bien en dessous de ce qui sont pour les A1 et pour les A2. Les fonctionnaires connaissent aussi moins de mobilité. Et ça concerne surtout le bas de la fonction publique, dans les classes C et D. Ils connaissent moins de promotion, d'augmentation salariale que dans le privé. 23% contre 36% de l'ensemble des salariés connaissent une mobilité en 5 ans, par exemple. Et c'est encore moins chez les D4. Et dans les classes A, B et C, les fonctionnaires sont non seulement pour les A moins bien payés que les autres, mais pour les A, B et C, ils occupent aussi des fonctions qui sont plus contraignantes en termes d'horaire de travail. Les fonctionnaires travaillent beaucoup plus souvent le dimanche que les autres. Et dans la classe B, les fonctionnaires se distinguent par le travail de nuit. Alors, on imagine très bien que ça vient notamment du travail des infirmières, qui sont assez nombreuses dans la classe B, mais pas que, puisque c'est 20% quand même des fonctionnaires de la classe B qui travaillent de nuit. Les D4 sont, eux, protégés de ces horaires décalés qui concernent davantage les employés peu qualifiés en CDI dans la classe D. Je passe la parole à Julien pour conclure avec une dernière partie. Là, donc, Joanie vient de vous faire une sorte de panorama un peu de ce que pouvait apporter la nomenclature, enfin la classification quand on lisait certains domaines de la vie sociale à travers son prisme. Moi, je vais là porter la focale sur 2 segments en fait de cette classification, les indépendants de niveau intermédiaire d'un côté et les précaires du haut et du bas de la structure sociale juste après. Alors, les indépendants de niveau intermédiaire, donc ceux qu'on a appelés les I2, en fait, on a vu qu'ils relevaient d'un segment plus instable de l'emploi que les autres indépendants, mais qu'ils relèvent quand même du haut de la structure sociale. Voilà, un peu en dessous des I1, mais quand même bien au-dessus des autres. Joanie, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Et donc, si on regarde un peu la spécificité de ces I2, donc c'est des indépendants de niveau intermédiaire par rapport aux autres, on observe déjà ce qu'on a déjà constaté, hein, qu'il y a beaucoup plus de femmes, c'est-à-dire le taux de femmes est quand même assez élevé et assez proche de ce qu'on trouve en fait dans les milieux salariés qualifiés. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est une origine sociale. Alors, moi, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez moi, je n'ai pas l'axe des abscisses à cause du… Enfin, je n'ai pas le bas des slides. Mais enfin, moi, je les connais par cœur, donc ça ne me pose pas de problème. Mais voilà. Si c'est le cas chez vous, peut-être dites-le, comme ça, peut-être. Moi, j'ai tout. Toi, tu as tout. Bah, c'est parfait. Donc, si c'est que chez moi, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, une origine sociale plus élevée, en fait, chez les indépendants de niveau intermédiaire que dans les autres emplois de niveau intermédiaire, que chez les emplois salariés de niveau intermédiaire. Et on observe la même chose sur le niveau de diplôme, c'est-à-dire que ces indépendants de niveau intermédiaire sont un peu plus diplômés que la moyenne de leur classe de niveau intermédiaire. Ce qui nous fait nous interroger sur le fait que peut-être, en fait, l'accès à l'indépendance à ces niveaux, donc pas aux niveaux les plus hauts de la structure sociale, hein, mais au niveau intermédiaire, pourrait constituer une voie d'insertion professionnelle pour des enfants de classe moyenne et supérieure plutôt diplômés. Voilà. Ce qu'on observe aussi, c'est une chose assez intéressante, en fait, hein, on observe aussi que ces indépendants de niveau intermédiaire ont un rapport au travail et des conditions de travail qui pourraient les rapprocher plus des salariés que les autres indépendants. Peut-être qu'ils ressemblent un peu plus à des salariés, qu'ils ont un peu plus intégré le modèle salarial. On voit notamment, hein, que les I2 sont ceux qui, parmi les indépendants, sont le moins souvent issus de familles d'indépendants. Enfin, ils n'ont pas de parents indépendants, enfin moins de parents indépendants que les autres. On a vu aussi, Joanie l'a montré tout à l'heure, hein, qu'ils étaient moins souvent en couple. Or, ça, c'est quand même quelque chose d'assez singulier dans le monde de l'indépendance parce que un des traits du travail indépendant, historiquement parlant, on va dire, hein, c'est le fait que globalement, l'indépendance s'exerce en couple. L'indépendance, c'est une affaire de couple. Pourquoi c'est une affaire de couple, hein? Parce qu'en fait, la survie
comme travailleur indépendant, étant donné qu'il y a assez peu de protection par ailleurs, en fait, implique souvent la mobilisation d'une main-d'œuvre, alors gratuite ou à bas coût, enfin à très bas coût, bien en dessous de ce que pourrait tolérer le droit du travail, hein, en général qui est offerte par la conjointe. Et c'est pour ça qu'en fait la survie, enfin une main-d'œuvre gratuite qui est offerte par la conjointe. C'est pour ça que globalement les indépendants, c'est des hommes et des hommes en couple, parce qu'il faut pouvoir mobiliser une main-d'œuvre à bas coût à côté pour pouvoir tenir. Donc voilà, on voit qu'il ressemble un peu moins aux autres indépendants, enfin, voilà, sur ces caractéristiques-là. Et on voit aussi que c'est des indépendants qui travaillent un peu moins que les autres. Ils ont des durées hebdomadaires du travail qui sont en fait relativement proches de ceux qu'on trouve dans le monde salarial, de celles qu'on trouve dans le monde salarial, un peu moins de 40 heures. Et si on va encore plus dans le détail, on pourrait même voir que la division entre hommes et femmes, là, elle n'est pas sur ce graphique, mais en fait, suit assez bien ce qu'on observe dans le monde salarial. Et on voit aussi que c'est un groupe d'indépendants dans lequel on trouve moins de durées qu'on pourrait considérer comme extrêmes du travail, c'est-à-dire des durées de plus de 40 heures par semaine. On en trouve moins que dans les autres groupes d'indépendants, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, si on passe maintenant au précaire, alors là, j'ai voulu attirer l'attention sur voilà, un truc qu'a déjà rapidement abordé Johanny, mais en fait, le fait qu'il y a un apport hein, de cette nomenclature, c'est qu'elle permet de vraiment croiser ces deux dimensions hiérarchiques et institutionnelles et de constater, par exemple, sur les précaires, en fait, ce n'est pas la même chose d'être précaire en haut et en bas de la hiérarchie de l'emploi par rapport au stable de leur niveau. Donc, on a vu hein, tout à l'heure qu'il y avait un effet négatif sur le salaire, mais que cet effet négatif, il était particulièrement fort pour les plus qualifiés. Être précaire en bas joue un peu, mais beaucoup moins sur le niveau de salaire. Enfin, de toute façon, les dés sont très peu payés. Que ça a un effet sur les conditions de logement, mais là encore, sur les plus qualifiés. En fait, ça n'en a pas pas de visible, en tout cas de premier abord, sur les peu qualifiés qui sont aussi peu propriétaires et aussi souvent en logements sociaux que les équivalents, enfin que leurs équivalents stables peu qualifiés. Et un truc intéressant qu'on voit aussi, hein, c'est que leur origine sociale assez précaire est légèrement plus élevée, enfin, est plus élevée dans le cas des cadres, hein, enfin, pardon, du groupe A, est plus élevée que les stables de leur niveau. Que pour les D, il faudrait analyser un peu plus, mais on va dire à minima qu'ils ont une origine sociale relativement élevée par rapport à la moyenne de leur groupe. Voilà. Et voilà. On l'a vu, le fait d'être précaire fait qu'on est moins proche d'un syndicat. Il n'empêche qu'on est beaucoup plus proche d'un syndicat quand on est précaire en haut de la structure sociale que quand on est en bas. Qu'être précaire expose à des pénibilités, pardon, être précaire préserve des pénibilités, ça Johanny l'a dit, mais préserve des pénibilités en haut et en bas du monde du travail. Et un résultat qui est assez intéressant, en fait, c'est que globalement, on a dit, hein, le fait d'être précaire expose à des durées du travail plus courtes. Les précaires sont souvent en sous-emploi. Et on voit que c'est le cas, hein, que ce soit pour les précaires du haut ou les précaires du bas. Tout le monde travaille des durées un peu moins longues que leurs équivalents stables, sauf les femmes du bas de la hiérarchie de l'emploi, qui, quand elles sont précaires, en fait, travaillent plus que les femmes de leur niveau et surtout plus, ou du même niveau que les hommes. Ce qui signifie que quand on travaille à temps plein, quand on est une femme dans les emplois les moins qualifiés, les moins élevés de la structure sociale, c'est souvent sous forme de contrat précaire. Voilà. Donc voilà un peu ce que pouvait dire cette classification sur les emplois précaires. Et voilà, donc pour conclure,
Donc, c'est une nomenclature qui permet de porter, on va dire facilement, parce qu'elle donne une classification clé en main, en fait, hein, de porter le regard sur des dimensions jusqu'à la peu explorée de l'emploi, que c'est un complément du coup utile à la nomenclature historique des professions et catégories socio-professionnelles et qu'elle va être bientôt disponible dans toutes les enquêtes de la statistique publique et que voilà, ça va donner lieu à plein de nouveaux traitements. Donc, on vous invite à suivre ça, les analyses qui seront faites à partir de ces nouvelles classifications. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bien, vraiment, je voudrais vous remercier tous les deux pour l'extrême intérêt de votre propos, l'ensemble d'informations qu'il nous donne et puis surtout les perspectives qui sont ouvertes par cette création de classes et de sous-classes complémentaires. Alors, avant d'ouvrir la discussion, je dois relayer deux questions qui nous ont été posées. Bon, l'une qui nous demande si un papier est disponible sur le sujet de votre intervention, l'autre qui demande si il serait possible d'avoir ces tableaux. Donc voilà. Alors rapidement, le papier il est en préparation. Donc, il n'est pas encore publié. Par contre, j'ai mis à la fin du diaporama des ressources pour en savoir plus, notamment la présentation sur le site de l'INSEE et puis le rapport qui avait été remis à l'issue de la rénovation, donc qui présente en gros, mais de façon écrite et plus détaillée, mais le propos est à peu près celui qu'on avait là. Avec moins d'apports. Pour le coup, les apports, c'est vraiment ce qu'on va apporter sur le papier qui n'est pas encore publié. Et donc, l'autre réponse, bah, justement, c'est les tableaux. Nous, le diaporama, il est accessible par la vidéo là, qui sera en ligne sur YouTube. Et on peut l'envoyer aussi, le diaporama, sans problème. Comme ça, vous avez accès aux ressources si jamais il n'est pas cliquable, je ne sais pas. D'accord, merci. Donc, je vais ouvrir donc la discussion. Alors, bon, la discussion, mais beaucoup d'entre vous sont déjà habitués. Alors, Louise, pardon, avant de me dit que on va mettre le diaporama sur le site de la Fondation. Voilà, donc c'est le plus simple. Hein, comme ça, il suffit d'aller sur le site, il y aura le diaporama et donc les interrogations qui existaient trouvent une réponse. Pardon, Joanie, tu peux peut-être remettre le tableau classe et sous-classe en 2 dimensions. C'est demandé dans le chat, c'est pour ça, et comme ça, c'est peut-être utile de l'avoir sous les yeux pour les questions. Voilà, alors, donc pour organiser notre discussion, il y a bien sûr le système traditionnel questions-réponses. Donc voilà, j'ai déjà deux questions dans ce domaine. Bon, pour celles et ceux, mais sans trop en abuser, qui souhaiteraient éventuellement poser une question oralement, il y a la possibilité de lever la main et je verrai avec Louise Gaxi qui assure tout le background technique, mais il est essentiel de cette réunion, comment on peut leur passer la parole. Voilà, alors j'ai déjà donc 2 questions. La première posée par Karine Gantin, je vais la lire peut-être parce que pour ne pas trahir sa pensée. Elle dit merci pour cette présentation passionnante, particulièrement les décompositions diverses, mais donc qui permettent de mieux apprécier les clivages du monde du travail. Elle a des questions et des remarques, notamment sur le volet indépendant. Premièrement, elle n'a pas compris la définition de précaire dans la présentation. Donc, voilà, comment statut d'indépendant et précarité s'articulent. Deuxièmement, elle dit que la nomenclature est nouvelle, mais y a-t-il moyen d'utiliser ces chiffres pour montrer l'évolution à la fois en proportion et en chiffres bruts des I2, I4, qui, si je le comprends bien, correspondent aux nouvelles formes de précarité engendrées
par la libéralisation du travail. Et troisièmement, les moyennes données par l'analyse de troisième partie avec des compositions diverses cachent peut-être chacune des dispersions plus ou moins fortes. Est-ce que vous analysez ces dispersions? Est-ce que vous avez des résultats à donner à ce sujet? L'hypothèse donc de la personne qui pose la question est que les résultats permettent des catégorisations qui font sens pour les indépendants, mais la diversité peut être grande à l'intérieur de chacun de vos sous-groupes malgré tout. Voilà, donc ça fait déjà toute une série de questions. Je veux bien répondre aux deux premières. Oui, alors attendez, allez-y. J'ai également une question de Serge Volikov, qui est le président de notre conseil scientifique, qui se joint aux félicitations qui me semblent être unanimes. Ça, c'est un commentaire de moi. Et il a une question portant sur la dynamique sociale à l'intérieur des catégories, ce qui est fait pour les indépendants, mais pas de même manière pour les différentes catégories de salariés, notamment à travers les parcours publics-privés, l'évolution des qualifications et de leur reconnaissance. Voilà, on peut peut-être essayer de répondre à, c'est pas seulement ces deux questions, hein, parce que Karine Gantin a posé au moins 3 questions, donc il y a 4 questions auxquelles on peut répondre. Je vous passe la parole. Alors, je vais d'abord revenir sur la définition de précaire et indépendant. C'est vrai qu'on a donné plein d'informations, donc on est désolé de vous avoir abruti de tout ça. Alors, c'est vraiment différent. L'indépendant, c'est celui qui se déclare comme étant à son compte ou chef d'entreprise en termes de statut d'emploi. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas salarié, qui n'a pas de contrat de travail, il est à son compte. Le précaire, alors ce qui peut engendrer une certaine forme de précarité. Justement, on analyse entre I2 et I4. Justement, c'est peut-être de là où vient l'ambiguïté. On dit les I2 et les I4 sont plus précaires dans leur emploi que les autres, mais ils ne correspondent pas à ce qu'on appelle pour le coup les salariés précaires, et on devrait le dire comme ça. Les salariés précaires sont tous ceux qui sont salariés, mais qui ont un contrat de travail qui n'est pas un contrat à durée indéterminée ou un statut de fonctionnaire. Donc, qui correspondent à tous ceux qui sont grosso modo en CDD, en intérim ou sur d'autres sous-statuts d'emploi aidé, etc. Ça correspond à des réalités qui sont quand même très différentes, hein, bien que la précarité a des effets, notamment sur le marché de l'emploi, mais beaucoup plus justement la précarité de contrat de travail que le fait d'être indépendant. Pour la deuxième question sur l'évolution, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore parce que c'est assez coûteux en termes d'analyse statistique, mais c'est une possibilité offerte par la nomenclature que de pouvoir être rétropolable jusqu'en 1982. On ne pourra pas remonter avant 1982, mais c'est déjà ça. Et donc, on pourra regarder ce qu'il en est de 1982 à aujourd'hui, seulement on ne l'a pas fait. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Par contre, juste sur l'hypothèse de la précarité engendrée par la libéralisation du travail, alors pour I2, en fait, ça ne suffira pas de regarder les évolutions. Pour I2, peut-être. Pour I4, il faut quand même avoir en tête que du coup, c'est tous les indépendants et qu'à l'intérieur, il y a les agriculteurs qui forment un groupe dont on peut penser qu'il existait avant la libéralisation du travail. Un groupe qui était plus nombreux à l'époque, qui se rétrécit aujourd'hui et qui, du moment qu'ils sont agriculteurs sans salariés, sont placés dans I4. Donc, à l'intérieur de I4, on a des agriculteurs et donc l'évolution de la proportion d'agriculteurs va un peu brouiller cette grille de lecture. Voilà. Sur la 3, comme c'est Julien qui a fait les traitements, je te passe peut-être la parole. Ouais, et du coup, tu peux peut-être remettre la slide en question qui pourrait être, par exemple, la 25, hein, une des, je suppose. Je suppose que ça parle un peu des slides de cette partie-là. Déjà, sur le petit retour sur la question 2, sur libéralisation, ubérisation et I2 et I4, effectivement, hein, Joanie a précisé qu'en fait, dans I4 se passe quelque chose d'un peu compliqué. Et du coup, si on remontait depuis 82 et qu'on regardait ce qu'on n'a pas fait, hein, mais si on regardait les évolutions de ce groupe I4
et de la part de ce groupe I4 dans la population active, il y aura un effet croisé de la diminution du nombre d'agriculteurs avec l'augmentation du nombre de petits indépendants qui travaillent tout seuls dans des emplois, on va dire, des professions d'en bas ou des professions peu qualifiées. Voilà. C'est évident que derrière, il y a deux courbes qui se croisent. Cela étant, et c'est l'avantage en fait d'avoir toujours la nomenclature historique des PCS derrière, c'est qu'en fait, en croisant ça avec la nomenclature historique des PCS, en fait, on peut savoir dans quel secteur et dans quelle profession exercent ces indépendants. Donc, en fait, ces deux courbes, on peut assez facilement les constater, enfin, les tracer, quoi. C'est juste que I4 en soi n'est pas un groupe homogène. Disons qu'il ne faut pas se dire dans I4, il n'y a que les chauffeurs Uber et les livreurs Deliveroo. C'est absolument pas ça. Voilà, il y a tous les travailleurs à leur compte, les plombiers sans salariés, les femmes de ménage aussi à leur compte sans salariés, voilà, qui eux et elles se développent, mais il y a aussi tout un tas de professions comme les agriculteurs ou les petits artisans, voilà, qui sont des professions très anciennes en fait, qui ne sont pas du tout nouvelles. Et dans I2, on aurait à peu près la même chose. Hein. Dans I2, il y a aussi des professions historiques et des professions beaucoup plus, on va dire, qui se développent, quoi, les commerciaux à leur compte, par exemple, des choses comme ça. Ouais, et non, juste rapidement sur la 3. Alors, du coup, je sais, par exemple, celle-là. Je suppose que c'est sur ce type de graphique que vous avez posé votre question, Karine, du coup, sur la répartition des indépendants dans les 4 niveaux hiérarchiques. Et si j'ai bien compris la question, en gros, ce serait l'idée que derrière ces barres, là, enfin, ces chiffres, en fait, hein, on aurait plus de dispersion pour les indépendants que pour les salariés. Ou en tout cas que ça cacherait des dispersions assez fortes. Alors déjà, la première remarque moi, que je voudrais faire sur ce type de graphique, hein, c'est qu'ils sont quand même intéressants juste en soi, parce qu'en fait, c'est la première fois dans des catégories statistiques simples qu'on arrive à avoir une hiérarchie à la fois aussi visible en fait au sein des indépendants. Et aussi, et ça c'était plus surprenant pour moi qui travaille depuis un moment sur la question, avec une certaine parenté en fait avec ce qu'on a considéré comme étant leurs équivalents salariés. C'est-à-dire que les situer avec leurs équivalents A, B, C, D en fait étaient tout à fait sensés. Alors évidemment avec parfois des différences, hein, on le voit notamment, je crois que c'est sur la slide précédente sur les niveaux de diplôme. Sur les niveaux de diplôme, on voit bien que les indépendants d'en bas sont plus diplômés hein, de mémoire que la moyenne de leur classe. Mais en fait, ils ne sont pas forcément plus diplômés. Enfin, la dispersion induite par les indépendants en fait, dans ce groupe, enfin, l'hétérogénéité, n'est pas plus forte. Par exemple, il n'y a pas plus de différence entre les I4 et les D1, voilà, tout en bas, qu'entre les C1 et les C2. C'est-à-dire qu'on tolérait déjà une très grande hétérogénéité sur certains indicateurs hein, au sein des groupes salariés. Après, donc en fait, ajouter les indépendants, en fait, à chaque fois, n'ajoutait pas de plus grande dispersion par rapport aux salariés. Et voilà. Et en fait, l'idée qu'on avait derrière, le truc qu'il fallait respecter un peu, c'était que globalement, l'hétérogénéité au sein des classes ne renversait pas complètement la logique. Il y avait une plus grande homogénéité au sein des classes. Enfin, elles se ressemblent plus qu'elles ressemblent aux autres, quoi. Mais il me semble que la question allait plus loin et qu'elle était est-ce qu'en fait, il n'y a pas une hétérogénéité très forte au sein des indépendants, c'est-à-dire au sein des I4, et qu'il se trouve qu'ils ont un point moyen qui est du niveau des D, mais qu'en fait, il y a énormément de situations différentes là-dedans. Alors, oui et non. La réponse non, déjà, c'est que, enfin, la réponse qui dit que ça a quand même du sens, c'est que, en fait, malgré cette hétérogénéité, on voit
qu'ils se hiérarchisent entre eux de manière relativement nette et qu'ils se rapprochent des salariés de leur niveau. Ensuite, la dispersion, oui, mais en fait, la dispersion, on l'a aussi beaucoup au sein des salariés. Et moi, il me semble qu'à part pour les I4, où la question peut se poser, mais qu'en fait, pour I1, I2, I3, en fait, on va avoir une hiérarchie assez simple. Et si on regardait la distribution, en fait, on aurait du coup la dispersion, quoi, de chacun de ces groupes. On n'aurait pas quelque chose de fondamentalement différent des salariés, notamment dans le groupe A, hein, le groupe le plus haut, où en fait, on a évidemment une dispersion vers le haut de la structure sociale, notamment en termes de salaire et tout, qui peut être très élevé. I4, en fait, il y a un petit problème dans I4, enfin, en tout cas, quelque chose qui rend la tâche plus compliquée, c'est qu'il y a les agriculteurs et que les agriculteurs, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir un salarié, enfin, aucun salarié ou un ou plus, qui fait une vraie différence parce que c'est des indépendants assez singuliers du fait qu'ils tirent une grosse partie de leur revenu du fait d'un capital professionnel en général assez conséquent, en l'occurrence la terre, quoi. Ou le cheptel, enfin voilà, mais donc en fait c'est des indépendants à patrimoine et avec une part du patrimoine incorporé dans le travail qui est très élevée, ce qui est beaucoup moins le cas des autres indépendants. Voilà. Mais à nouveau, les agriculteurs peuvent être isolés de I3 et I4 pour des analyses qui voudraient travailler sur les indépendants hors des agriculteurs. Désolé d'avoir été un peu long. Merci. Alors, Jacques Rigaudia, qui est l'un des animateurs de l'ensemble du séminaire, a demandé la parole. Donc, je vais demander à Louise de faire ce qu'il faut pour on m'entend là? puisse l'entendre. Voilà, on t'entend, Jacques. Bon, très bien. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de cette présentation passionnante, hein, qui m'a beaucoup interrogé à plus d'une reprise. Je ne sais pas si je pourrais vous poser des questions sur tout. Enfin, moi, j'ai encore le deuil des CSP d'avant 83, donc c'est vous dire si je vais avoir du mal à intégrer votre nouvelle nomenclature. Je ne me remets pas de la fin des cadres moyens. J'ai toujours trouvé que les professions intermédiaires étaient un fourre-tout un peu innommable, dont enfin, je n'aime pas trop travailler avec le premier niveau. Alors, j'ai une question d'ensemble d'abord, parce que vous enchaînez, vous articulez deux quadripartitions, plus exactement une quadripartition plus une, A, B, C, D plus I, et puis 1, 2, 3, 4. Bon, A, B, C, D plus I, là, je vois bien la logique. Qu'est-ce qui fonde la quadripartition, si j'ose dire, de deuxième niveau 1, 2, 3, 4 à l'intérieur de chacune de vos catégories? Qu'est-ce qui caractérise, au fond, chacune des cases, chacune des 20 cases, hein, 16 plus 4? Ça, c'est ma première question. Pour le reste, c'est plus des questions, je dirais, de compréhension, hein, des questions plus fines. Première question, si Alain le permet. Je t'en prie. Sur les agriculteurs, est-ce que j'ai bien compris que les agriculteurs n'ont pas le droit d'être en A1 ou en I1, pardon, et en I2, et qu'on n'en a qu'en I3? Et encore pour ceux qui ont de 1 à 9 salariés, si j'ai bien suivi. Qu'est-ce qui justifie? Je sais bien que statistiquement, c'est un peu peanuts, mais en termes de situation économique, c'est quand même pas tout à fait rien. J'ai une question sur fonction publique, parce que madame, vous avez parlé fonction publique et vous avez parlé fonctionnaire, ce qui n'est pas toujours exactement la même chose. Quel est le triste sort des contractuels des fonctions publiques? J'ai un étonnement sur le I2. Mais un certain nombre de fois, comme vous avez des nomenclatures un peu abstraites, à chaque fois, je cherchais des ouvriers, des instituteurs, qui sont-ils? Et je me suis posé à trois reprises, en fait, I2, hein, vos I1 un peu déclassés, si on peut les caractériser comme ça, qui sont plus précaires, qui sont plus féminisés.
les A4 et puis les I4. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas un peu un fourre-tout? Parce que vous avez dit, monsieur, qu'il y avait à la fois des plombiers à leur compte et puis des ubérisés. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'assez hétérogène qui ne recouvre pas complètement les mêmes réalités? Et puis j'ai au moins provisoirement, une dernière question, mais c'est sur les I2. Ce qui m'a un peu interrogé, c'est l'importance du chômage et du RSA chez les I2, si j'ai bien compris, ou si j'ai bien entendu plutôt, bien retenu votre analyse et votre présentation. Mais encore une fois, merci beaucoup parce que c'est effectivement la première fois que je vois, même s'il est un peu abstrait pour moi, une présentation qui permet, enfin, une nomenclature en tous les cas, qui permet de rentrer dans plusieurs dimensions simultanément. Ça sera très, très intéressant. Et moi, j'aimerais beaucoup, ou plutôt, je suis impatient que vous me fassiez du rétrospectif depuis 82 pour nous donner un peu l'évolution de cette vingtaine de cases pour retrouver un peu la dynamique sociale qui animait tout ça et que votre nomenclature, me semble-t-il, va enfin permettre de mettre plus clairement au jour. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Alors, ce que je vous propose, comme Jacques a posé une batterie de questions, je vous propose qu'on essaie de leur apporter une réponse. Et j'indique que bon, l'heure passe vite, hein, il est déjà 19h53. On peut peut-être, si vous en êtes d'accord, pousser jusqu'à 19h15. Donc, je ne pourrai plus prendre de questions supplémentaires par rapport à celles qui ont été posées. Mais j'ai la parole à Serge Volikov tout à l'heure et à Daniel Gaxi, puis j'essaierai de poser une question aussi. Voilà, si on en est d'accord, on pourrait faire comme ça. Donc, allez-y sur les questions qui viennent d'être posées. Alors, Merci je vais d'avance. peut-être essayer de répondre, puis tu compléteras, Julien, ça te va? Vas-y. D'abord sur le schéma que vous devez voir là de classe et sous-classe avec les 20 classes, la question était de savoir qu'est-ce qui justifie les A1, A2, A3, A4, donc les 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai pas compris si c'est qu'est-ce qui justifie l'ordre ou qu'est-ce qui justifie la différenciation. Alors, la différenciation, ce sont les différenciations institutionnelles que j'ai essayé de justifier en première partie de la présentation. Donc, tous les 1, on l'a peut-être pas dit assez clairement d'ailleurs, je pense, tous les 1 correspondent donc à tous les salariés en CDI qui travaillent dans l'orientation technique ou ouvrière. Donc, en gros, dans les A1, on va avoir les ingénieurs qui vont former une grande partie des A1. Dans le secteur privé, hein, je précise. Dans le secteur privé. Dans le secteur privé, oui. Ouais. Salariés en CDI du secteur privé, effectivement. Et dans les D1, on va avoir tous les ouvriers du secteur privé en CDI, peu qualifiés, puisque les ouvriers qualifiés du secteur privé en CDI vont être, eux, dans les D2. Non, dans les C1, pardon. Dans les C1, je regardais le graphe en même temps, pardon. Dans les C1. Ensuite, les 2 vont être donc les orientations tertiaires ou de niveau employé. Donc, pareil, donc du coup, dans les A2, on va avoir tous les salariés du secteur privé en CDI d'orientation tertiaire, donc les cadres techniques notamment vont en faire, pas les cadres techniques, pardon, les cadres d'entreprise, les cadres administratifs, les RH, etc. Eux vont faire partie de ce groupe. C'est tout le secteur tertiaire du haut de l'échelle sociale salariée. Les médecins salariés, par exemple, vont faire partie de ce groupe. S'ils sont dans le secteur privé. Ensuite, les 3, ça va être tous les fonctionnaires. Alors, fonctionnaires, ce sont vraiment les fonctionnaires. Ce ne sont pas les contractuels de la fonction publique qui, eux, sont précaires de fait, puisque la précarité dans le secteur public, même si on ne donne pas de prime de précarité aux précaires, c'est quand même une précarité. Et donc, le contrat à durée déterminée dans le secteur public est bien classé dans le dernier niveau, qui est le niveau 4, qui sont donc tous les précaires. Alors, nous, on ne voit pas de hiérarchie entre 1, 2, 3, 4.
Alors, certes, les 4 sont en dessous en termes de niveau de salaire, notamment, mais ils sont au-dessus en termes de niveau de diplôme, très souvent. C'est peut-être pas idéal d'être dans 4, mais en tout cas, voilà, comme j'ai dit, 3, il y a des avantages fonctionnaires et d'autres inconvénients, tout dépend. Donc, l'ordre n'a pas vraiment de sens. En tout cas, c'est une façon de les nommer. Pour revenir sur la question des agriculteurs de façon assez brève, effectivement, les agriculteurs sont uniquement dans I3 et dans I4 parce qu'on classe des professions et que surtout avec la rénovation de la nomenclature 2020, les professions d'agriculteurs vont être de moins en moins finement accessibles. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. La statistique publique renonce de plus en plus à distinguer les agriculteurs entre eux parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les bonnes mesures pour le faire, parce que ça coûte cher et parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour le faire. Donc, on se retrouve avec très peu de professions d'agriculteurs. Et le seul critère qui a été déterminant, c'est celui du nombre de salariés qui fonctionne un petit peu pour les agriculteurs, mais encore moins bien, mais moins bien que pour les autres types. Et effectivement, Gilles Laferté, qui est un des grands spécialistes de l'embourgeoisement agricole, serait pas très heureux de savoir que les agriculteurs peuvent pas être classés en I1 alors que certains ont des vrais comportements de chef d'entreprise, etc. Mais on n'a pas la possibilité d'identifier ceux qui, parmi eux, qui de fait sont plus nombreux, devraient y faire partie. Néanmoins, il y a des travaux en cours et je me permets de citer une thèse qui vient de commencer sous la co-direction de Gilles Laferté et moi-même sur les agriculteurs dans la structure sociale et donc qui va peut-être nous donner quelques pistes pour le faire, mais toujours avec des statistiques qui vont être difficilement comparables avec le reste de la population puisqu'on doit recourir au recensement agricole, etc. Les fonctionnaires, j'ai répondu. Et qui y a derrière les classes? Alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est assez, finalement, c'est assez abstrait de voir tout ça comme ça avec ces numéros et tout. C'est une nomenclature qui est très systémique et je pense que c'est en l'imposant avec des vraies figures de personnes derrière qu'on va réussir à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, bien entendu, les A3, la profession la plus fréquente, c'est enseignant. Dans les B3, je l'ai dit, il y a beaucoup d'infirmiers. Dans les I1, il y a des A1, il y a beaucoup d'ingénieurs. C'était quoi les questions? Dans les I4, ben, effectivement, il y a tous les indépendants qui sont sans emploi, sans salariés, pardon, sans salariés. Et donc, effectivement, c'est assez hétérogène, mais c'est vrai que la nomenclature historique a fini par oublier l'hétérogénéité qu'il y avait derrière certaines catégories. Ouvriers qualifiés de type artisanal, ça correspond aussi à un ensemble particulièrement important de professions. Merci. Julien voulait dire quelque chose? Ouais, alors peut-être préciser cette histoire d'agriculteurs. Oui, il y a un côté un peu frustrant. Bon, Joanie avait bien expliqué et tout, à quel point ça devenait difficile en fait de saisir les agriculteurs avec la statistique publique, mais évidemment, il y a quelques agriculteurs qui pourraient s'apparenter au haut de l'espace social. Après, il faut quand même garder à l'esprit que des agriculteurs qui arriveraient à se dégager un revenu, ne serait-ce que de l'ordre de la moyenne des cadres, et même des cadres du public qui sont les moins payés, ils sont extrêmement rares. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'exception et absolument pas de quelque chose de… Voilà, les agriculteurs gagnent extrêmement peu, sont extrêmement peu diplômés en moyenne. Évidemment, il y a de l'embourgeoisement agricole et on pourrait se dire que certains… Voilà, mais comme il y a des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui s'installent dans la boulangerie et qui vont réussir par différents moyens à tirer des revenus élevés parce qu'ils vont en faire une start-up ou j'en sais rien, mais voilà, voilà. Mais on reste voilà, sur des professions qui ont des niveaux moyens quand même qui les attachent au bas de l'espace social. Voilà. Que ce soit dans leur travail ou dans leurs pratiques, dans leurs autres pratiques sociales. Voilà, donc ça, c'est quand même pour dire que ça fait quand même sens que les agriculteurs soient quand même attachés aux catégories I3 et I4, comme le sont d'ailleurs quasiment tous les artisans et commerçants de la nomenclature historique des PCS, qui, tant qu'ils ont moins de 10 salariés,
sont en moins de I3 et I4. Par ailleurs, des agriculteurs qui seraient des très grands patrons avec 400 salariés, évidemment, ils seraient dans I1. Enfin, voilà, mais parce qu'ils sont des patrons dans ce cas-là. Voilà, mais c'est autre chose. Et puis sur l'hétérogénéité de I4, où on trouverait à la fois je ne sais plus ce que vous avez dit, mais des plombiers, des agriculteurs, des ubérisés et tout ça. Oui, en fait, on a tous les emplois du bas de la structure de l'emploi. Effectivement, c'est très hétérogène. Ça n'a pas comme but d'avoir des professions qui s'apparentent d'une manière ou d'une autre. Hein. Dans I2, on a à la fois des agents immobiliers et des kinés. Du coup, c'est des gens qui sont aussi très, très éloignés socialement, mais sur plein de points de vue, mais qui s'apparentent en raison de leur profession, leur niveau de diplôme, leur perspective de revenus, leur stabilité dans l'emploi, etc. Enfin, voilà. Du coup, d'où le fait que voilà, on n'a pas fait des catégories d'ubérisés, par exemple. Enfin, ça n'aurait pas fait tellement de sens de les distinguer des autres indépendants dominés de la structure sociale. Merci. Je vais passer la parole à Daniel Gaxi, donc, qui est également dans notre comité de pilotage. Et puis ensuite, j'aurai une dernière petite question à poser et une qui a été posée sur Facebook. Daniel, à toi la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc moi aussi, j'ai trouvé cette présentation tout à fait passionnante. Et j'ai une première question qui est une demande d'explication. Donc si j'ai bien compris, la différence entre le 1 et le 2, c'est l'opposition entre industriel et tertiaire. C'est ça. Mais cette opposition est jugée pertinente uniquement pour le secteur privé. Or, ce clivage, il existe aussi pour les trois, pour les fonctionnaires. On a des ingénieurs des mines, par exemple, qui sont en opposition avec des énarques, inspecteurs des finances ou conseillers d'État. Donc, vous présupposez qu'il y a un clivage pertinent dans un cas pour le secteur privé qui ne serait pas pertinent pour les trois, c'est-à-dire pour la fonction publique. Donc, comment vous justifiez cela? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est on a 20 cases, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes arrêté à 20 en considérant que vous avez épuisé les principes d'opposition pertinents ou bien est-ce qu'on pourrait en introduire d'autres et complexifier encore la nomenclature? Parce que, par exemple, la catégorie 3, spécialement à niveau A, mais aussi aux autres niveaux, elle est très hétérogène. Par exemple, si on prend l'image un peu de Bourdieu, la main gauche et main droite de l'État, donc si on pouvait introduire des différences entre les A3 qui sont dans des secteurs et culturels, dans un secteur social ou culturel, par opposition aux A3 qui sont plutôt dans le secteur régalien ou dans le secteur économique, on aurait un principe d'opposition très pertinent pour les A3. Donc vous en restez là pour l'instant à 20 cases ou vous envisageriez éventuellement de complexifier la nomenclature? Une remarque sur les agriculteurs, quand même, il y a des grands propriétaires fonciers et puis il y a quand même des gros agriculteurs. Dans les CSP, les PCS, on distinguait quand même les gros agriculteurs. Et là, votre catégorie 3, elle risque d'être moyenne, quoi. C'est-à-dire vous allez quand même agréger, par exemple en termes de revenus, des gens qui ont des revenus extrêmement importants, des agriculteurs qui devraient être en A1, vous allez les agréger avec des agriculteurs qui sont en I3. Vous allez agréger donc des agriculteurs qui devraient être en I1 avec des agriculteurs qui sont en I3. Donc vous allez avoir des revenus moyens, par exemple, qui vont être moyens, quoi. En tout cas, merci beaucoup et j'ai très envie de pouvoir regarder tout ça plus dans le détail. Merci Daniel. Peut-être pour compacter les choses, je vais vous poser la question qui était sur Facebook. Je la cite. Comment classez-vous les précaires du haut qui, à force d'être dans la précarité, se retrouvent dans un emploi du bas? Voilà. Donc, c'est la question. Et moi, j'ai une dernière question.
Bon, vous avez indiqué que bientôt, il commencera à y avoir des publications de statistiques publiques tenant compte et explicitant des analyses à partir de non seulement des PCS, mais des classes et des sous-classes. Ça se ferait à partir de quand? Enfin, on en est où de ce point de vue? Est-ce que c'est imminent? Est-ce qu'il faudra attendre 6 mois, etc. Voilà. Et si vous en êtes d'accord, ben maintenant vous répondez et on ira vers la fin de cette séance passionnante. À vous la parole. Tu commences ou tu commences? Comme tu veux, je peux y aller, mais tu… Bon, si enfin, comme, vas-y, c'est toi là. Alors, sur le clivage industriel tertiaire qui existe aussi dans la fonction publique, cette question, elle est reliée à la question suivante que vous posez sur y a-t-il d'autres principes d'opposition pertinents et pourquoi on s'arrêtait à 20 cases. En fait, l'idée, c'était d'avoir une nomenclature facilement utilisable, qui finissent par être un peu moins abstraite que comme elle l'est au début. Il faut savoir qu'en 1954, quand on a créé les CSP, c'était aussi quelque chose qui apparaissait assez abstrait et qui s'est diffusé aussi. Alors, on n'ambitionne peut-être pas d'être, puisque c'est quand même une nomenclature qui est un peu plus technique, de se diffuser de la même manière, mais en tout cas qu'elle apparaisse de façon plus nette au fil du temps. Et pour ça, il ne faut pas avoir un nombre trop élevé de catégories. Alors, on avait deux objectifs. La première, c'est d'avoir un nombre pas trop élevé de catégories au final. Et puis, la deuxième, qui est venue avec le temps, c'est d'avoir une nomenclature qui est vraiment structurée par les mêmes principes d'opposition dans tous les niveaux hiérarchiques. Donc, il fallait choisir en quelque sorte entre prendre le principe d'opposition industrielle tertiaire pour tout le monde, et à ce moment-là, on ne distingue pas les fonctionnaires, on distingue tous les salariés en CDI ou fonctionnaires industriels tertiaires, soit distinguer les fonctionnaires, après redistinguer les fonctionnaires du secteur industriel versus les fonctionnaires du secteur tertiaire, donc ce serait créer encore une autre division verticale. Ça créerait des catégories qui seraient beaucoup trop faibles numériquement, surtout dans le bas de l'échelle sociale, pour pouvoir en dire quelque chose. Et puis finalement, c'est un principe qui apparaît relativement secondaire par rapport à d'autres. D'ailleurs, cette distinction industrielle tertiaire, elle est intéressante, il y a des choses à dire. C'est pas la plus intéressante. On a présenté moins de choses d'ailleurs dessus. Et elle permet aussi de ne pas avoir un énorme groupe de salariés en CDI des différents niveaux. C'est-à-dire d'avoir quand même un principe d'opposition entre eux. Voilà. Tout en sachant que, je rappelle ce que j'ai dit tout au début de l'introduction, que en fait, ça reste une nomenclature qui est prise dans un bouquet de nomenclature. Et donc, par rapport à la question extrêmement pertinente que vous posiez à l'intérieur des A3, on pourrait rediviser entre la main gauche et la main droite de l'État. Oui, on peut le faire. En fait, on prend les A3. Et puis à l'intérieur, si on a suffisamment de monde, il faut avoir une grande base de données, par exemple l'enquête emploi sur laquelle on a beaucoup travaillé pourrait le faire, on va au niveau des professions. Et à l'intérieur des professions, on peut les rediviser. Donc, en fait, on n'a pas la nomenclature clé en main pour le faire, mais une nomenclature clé en main qui répondrait à toutes les questions qu'on trouve pertinentes, ça n'existe pas. Donc, en fait, cette nomenclature, elle l'approche et puis ensuite, on peut croiser les nomenclatures pour répondre à cette question. Alors, j'en reviens aux agriculteurs dans I1. Alors, je souscris totalement à ce qu'a dit Julien tout à l'heure sur le fait que les agriculteurs dans I1 seraient déjà extrêmement peu nombreux. Mais surtout, vous avez évoqué que dans les PCS historiques, on distinguait les gros agriculteurs. On ne distinguait pas les gros agriculteurs. On distinguait les agriculteurs selon la surface agricole. Ce qui est en fait un très mauvais critère de distinction hiérarchique des indépendants, des agriculteurs, qui est abandonné dans la PCS 2020. On aura une distinction des agriculteurs qui sera uniquement par type d'agriculture pratiquée et non plus par surface.
parce que, un, c'est difficile à obtenir, et deux, c'est un principe de distinction hiérarchique qui fonctionne très mal. On a des petits viticulteurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, avec une surface qui est très faible. On a des très grandes surfaces qui produisent pas grand-chose. Donc, finalement, c'est pas un principe qui s'est révélé pertinent, y compris pour la PCS, et qui est abandonné pour la PCS. Donc, on en revient au fait que oui, il y a des agriculteurs embourgeoisés, ils sont peu nombreux et ils sont inidentifiables dans la statistique publique. Donc, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils sont inidentifiables avec les moyens qu'on a. Je réponds sur Facebook, précaires du haut qui se retrouveraient chez les précaires du bas. Alors, il faudrait pour ça qu'ils changent carrément de profession. Ils peuvent se retrouver dans une situation de surprécarité. Et là-dessus, je pense aux collègues de l'enseignement supérieur et la recherche, par exemple, qui parfois se retrouvent à travailler avec des taux horaires, des salaires horaires qui sont des sous-SMIC plus. Il reste que leur profession les placerait dans A4 parce qu'ils exercent une profession qui est de niveau supérieur. Donc, là, l'idée qui est évoquée, ce serait un précaire du supérieur qui finirait par devenir femme de ménage précaire. Donc, c'est pas impossible, mais c'est pas le plus probable non plus. Et la dernière question, à partir de quand? Moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas si Julien, tu l'as dans la statistique publique. Alors, il y a déjà des ressources sur le site de l'INSEE. Je pense que les nouvelles enquêtes qui sortent vont petit à petit l'implémenter et qu'à partir du moment où ça va être implémenté automatiquement. Donc, d'un point de vue technique, en fait, pour le moment, elle n'est pas implémentée dans les enquêtes anciennes. Donc, pour la faire, il faut utiliser des programmes SAS qu'on met à la disposition de qui le veut, mais qui ne sont pas ultra simples à saisir, mais qui sont opérationnalisables pour tous ceux qui savent travailler avec ce programme, ces logiciels de programmation. Sinon, ce sera dans les futures bases de données. Mais on ne sait pas exactement quand ça va être. D'accord, merci. J'ajouterais juste que toujours pour revenir à cette histoire d'agriculteur, pour qu'on garde bien en tête, parce qu'en fait, ça se pose pour plein d'indépendants. Hein. Je veux dire, on a tous l'image du plombier qui travaille comme un acharné et qui gagne 5 000 € par mois. Bon, évidemment, il gagne beaucoup plus que la majorité des I, donc des emplois supérieurs. Donc, en fait, il faut garder absolument en tête qu'on ne classe pas des individus, qu'on classe des professions. Et que ce n'est pas parce que dans certaines professions, il y a des exceptions qui font que certains individus tirent la profession vers le haut, que la profession en moyenne devrait être classée ailleurs. Et les agriculteurs sur grande exploitation, en moyenne, ils ne gagnent absolument pas le salaire d'un cadre. Voilà, ils n'ont pas du tout le niveau de capital culturel et de capital économique d'un cadre. Donc, il faut, voilà, certes, il y a des très grands propriétaires fonciers. Par ailleurs, là, on classe du travail et pas du patrimoine. Hein. Donc, voilà, c'est compliqué chez les agriculteurs, mais un propriétaire foncier, il pourrait aussi être riche par plein d'autres choses que le travail agricole lui-même, quoi. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que vraiment, c'est des professions et pour les agriculteurs, c'est agriculteurs sur grande exploitation. Ben, eux, ils ne font pas partie des emplois les plus hauts de la structure sociale en moyenne. Bien, écoutez, on a été parfait dans le timing, il est 20h14, donc je voudrais vraiment vous remercier, Giovanni et Julien, pour l'intérêt de votre propos. Hein. Je crois que je me fais comment dirais-je, j'exprime le sentiment de toutes les participantes et de tous les participants. Je crois que vous nous avez montré que tout ce travail, et j'en suis ravi, est un vrai plus pour la compréhension de l'évolution de la société. Et donc, nous en attendons beaucoup dans sa mise en œuvre au niveau des statistiques publiques. Et puis, je voudrais également remercier tous les participants et toutes les participantes, à la fois pour avoir assisté à cette séance, mais aussi pour avoir posé des questions. Et puis, je veux remercier l'équipe de la Fondation Gabriel Péri, et notamment Louise Gaxi, pour avoir assuré la tenue de cette séance dans d'aussi bonnes conditions.
Et donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine séance de ce séminaire. À bientôt et au revoir à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos questions aussi. Au revoir. Oui.